Ah, tu te mets là? Ah oui, si tu veux bien. Ok, ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 6. Sortir dans la rue. Si on a le désir des autres, la première chose à faire de bon sens, c'est de sortir de chez nous et d'aller sur le territoire de ces autres. Ainsi, on n'est plus les propriétaires de l'habitat qui accueillons des visiteurs chez nous, mais on est des habitants du quartier, parmi d'autres habitants. Méthode d'intelligence collective, disruptive, innovante, éco-construite, le porte-à-porte. Si possible prononcé à l'anglaise, le porte-à-porte. Matériel nécessaire, une maison, une porte. Pas indispensable, mais pas mal, une sonnette. La première fois, un homme passe sa tête par la fenêtre du premier. Je suis en règle, ma voiture est bien garée. La deuxième fois, une femme, sur le pas de sa porte, s'écrie « J'ai pas encore payé pour la façade, mais je fais vite !» La troisième fois, la fenêtre du rez-de-chaussée s'en trouve. « Mais vous êtes qui, vous ?» Et t'as pas peur de les déranger? Si, bien sûr. Le sourire, ça n'efface pas la peur. L'important, c'est que la peur ne prenne pas toute la place et que ça t'étrangle. Ensuite, tu parles d'un événement en quelques mots. Et surtout, tu dis « c'est pour les enfants et la famille ». Dans tes bras, tu tiens ton fils, 2 ans, il sourit. L'homme ou la femme, en face, sourit aussi. C'est gagné. Tu fais pas de point, sous-point, argument contre argument annexe, non. Et surtout, tu ne penses pas que tu vas sauver le monde et que les gens n'attendent que toi. Oui, c'est marrant ce que tu dis, parce que pour moi aussi, mon inscription dans le quartier commence à se dessiner. En ce moment, j'aime bien discuter avec Youlef lorsqu'elle s'assied au soleil de l'autre côté de la rue ou avec les jumeaux qui habitent juste à côté. Et en fait, je suis assez rassurée aussi par la présence de la famille de Touré à côté du porche. En fait, je ne me mets pas dans les tiens en donnant un coup de main par là, en proposant une idée. Un élément décisif pour moi, ça a été de frapper à la porte du local de quartier. Ils sont situés dans notre rue. Ils ont apporté des moyens financiers, ils nous ont permis de rencontrer des gens, ils organisent des réunions. Et moi, j'ai trouvé là une équipe enthousiaste, prête à encourager, qui offre des éclairages, des pistes, des relais, qui nous aide. Et un jour, une travailleuse, elle s'appelle Rachida, elle vient me voir. Elle s'assied autour d'un café et elle me raconte quelque chose de très personnel, quelque chose qui va vraiment éclairer notre récit. En fait, quand j'étais adolescente, je ne pouvais pas lire de livres de ma maman parce qu'elle m'interdisait de lire les livres. Et le soir, en cachette, donc on avait une bibliothèque à l'école là où j'allais à l'école en secondaire. Et j'étais attirée par les auteurs arabes, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans ma phase d'identité où j'ai besoin de savoir qui je suis. Et donc, j'avais trouvé un super livre qui était « Oh, mes sœurs musulmanes, pleurez ». Je crois que ce livre, je l'ai lu 3 fois. Mais j'avais pris ce livre et j'avais montré à maman que c'était une femme musulmane sur la foi, mais elle voulait vraiment pas que je lise. Elle me disait tout le temps « Attention, regarde, ta sœur porte des lunettes, tu vas aussi en emporter si tu lis trop ». Et donc, j'attendais que tout le monde dorme. Et comme mon lit était collé à la fenêtre où il y avait le réverbère de la rue, donc je retirais un petit peu le rideau, mais comme il faisait froid, il fallait que je fasse attention parce que c'est des fenêtres en alu. J'écartais un petit peu les grosses tentures pour pouvoir lire. Et donc je lisais en cachette. Et puis j'ai lu d'autres livres de Perlebuck et j'ai adoré la lecture, mais toujours en lisant en cachette. Et j'ai jamais su pourquoi ma mère m'interdisait. Quand on devait lire des livres de l'école, de Kafka par exemple, ou d'Albert Camus,
Mais par exemple, mon père ne voulait vraiment pas que j'achète ces livres et il disait bah, tu vas à l'école et tu leur dis qu'on n'a pas d'argent. Mais c'était humiliant de dire quand tu es adolescente, à 15-16 ans, chaque fois dire au prof j'ai pas. Puis j'ai commencé à aller à la bibliothèque des Riches Clairs, un pour les livres et deux pour espérer rencontrer un amoureux qui était aussi amoureux de la lecture. Et puis un jour en bêchant dans le jardin de ma maman, j'avais 35 ans, je lui dis tu sais maman, hein, si j'avais fait des grandes études et j'aurais pu lire beaucoup, j'aurais appris plein de choses. J'aurais pu aller loin. En fait, ce que je voulais lui dire, c'est que je sais que j'ai des compétences, mais que je ne sais pas les... Voilà, c'est pas facile à exprimer, mais juste pour dire que le fait qu'on nous a empêchés de lire a fait qu'on a des lacunes. Le fait que j'ai pu expliquer à maman et qu'elle a pu me dire pourquoi, en fait, elle voulait pas que je lise, parce qu'elle avait peur que j'apprenne des choses, entre guillemets, tout ce qui concerne la sexualité, dans les livres. Et alors je lui ai dit, maman, tu tournes au coin, t'as deux mecs, t'as un couple qui se frotte, qui s'embrasse, il faut pas besoin de lire, des fois t'as ça. Mais comme elle sortait jamais. Et voilà, mon histoire. Mais bon, ça a 35 ans, j'en ai 50 maintenant. Je suis triste parce que j'aimerais bien m'exprimer, pouvoir écrire et être à l'aise. Et des fois, ça me bloque. Mais voilà, des fois, je me dis, mes enfants sont pas comme ça. C'est tout gagné. Voilà, c'est pas grave si moi, j'ai certaines lacunes. Et c'est pour ça qu'aussi, quand je vois des mamans, je leur explique. Elles sont aussi émues. Hein. Je leur dis, donnez-leur les livres.